Le monde retient son souffle depuis 33 jours. 33 jours que le détroit d'Ormuz, cette gorge étranglée de 39 km de large entre les côtes iraniennes et omanaises, est fermée à la quasi-totalité du trafic commercial mondial. 33 jours que les superpétroliers de classe VLCC tournent en rond dans le golfe d'Oman comme des baleines en cage. 33 jours que 20% des réserves pétrolières mondiales quotidiennes sont confisquées par le corps des gardiens de la révolution islamique et l'IRGC. Et ce soir, à 0317h, tout change. Sur les ponts du USS Tripoli, LHA-7, positionné à 60 000 nautiques au sud-est de Bandar Abbas, les mécaniciens du VMM 265 renforcés effectuent les derniers contrôles pré-vol sur cette F-35B Lightning II, les jets de combat à décollage vertical, la variante marine du stealth fighter le plus avancé au monde. Les réacteurs Pratt et Whitney F-135 grondent à puissance réduite. Les soutes internes sont chargées, 2 AGM-154 CJS au double par appareil et 2 AIM-120 des AMRAAM en configuration furtive. Aucune signature radar externe. Ce n'est pas une mission de représailles. C'est une mission de libération. À la salle des opérations conjointes de l'USS Abraham Lincoln, à 120 000 à l'ouest, l'amiral commandant la 5TH Fleet contemple une carte tactique qui s'illumine en temps réel. Les données ISR renseignement, surveillance, reconnaissance convergent depuis 4 sources simultanées, un RQE-4 global au cas 60 000 pieds d'altitude, 2 P8 à Poséidon en ronde ASW au-dessus du golfe Persique, un réseau de bouées sonars SOSU réactivé d'urgence, et fait rare, presque sans précédent, d'un flux de données cryptées en provenance d'un sous-marin britannique de classe Astute opérant en mode ultra silencieux à moins de 40 mètres du fond. Le tableau opérationnel est implacable. L'IRGC a transformé le détroit en forteresse multicouche. Sur les îles de Keshm, Larak et Abu Musa, les gardiens ont déployé des batteries de missiles anti-navires Khalij-Far, une variante balistique du C-802 capable de frapper des cibles de surface à 300 km. Des rampes de lancement nord sont enterrées dans les falaises calcaires de la rive nord. Des essaims de vedettes rapides armés de type Bladrenet 51 jusqu'à 18 unités sur chaque île sont prêts à sortir en formation delta à la moindre alarme. Et sous la surface, des plongeurs de combat de l'IRGC ont posé 34 mines navales M52 à déclenchement magnétique dans les 2 couloirs de navigation. Depuis le début du conflit, l'Iran a mené 21 attaques confirmées sur des navires marchands. Aujourd'hui, plus personne n'essaie même de passer. Mais à 0319h, quelque chose seront dans le silence tactique. Les opérateurs du E2 des Advanced Hawkeye embarqués sur le Lincoln captent une anomalie. Sur Keshm Island, 2 lanceurs Khalij-Far viennent de pivoter de 15 degrés vers le nord-est. Vers le USS Tripoli. L'Iran a détecté le déploiement. Le compte à rebours vient de commencer. Le CENTCOM Battle Watch Captain à Tampa, Floride, reçoit l'alerte de niveau critique en moins de 90 secondes. La décision remonte en 4 minutes au niveau du secrétaire à la Défense. La réponse redescend en 7, exécute. Exécuter. Exécuter. Le Tripoli pivote cap au vent à 18 nœuds. Les 7 F-35B décollent en séquence rapide, leur bus vectoriel crachant une flamme blanche vers le bas avant que les appareils ne basculent vers l'avant dans un vol conventionnel. 30 secondes après le dernier décollage, 3 hélicoptères d'attaque H-1Z larguent les amarres d'arrimage et rugissent vers le flanc d'abord. 2 CH-53E Super Stallion chargés de 36 marines d'assaut du bataillon Landing Team 3 janvier dont des spécialistes JTAC, des sapeurs EOD et des équipes anti-char Javelin s'élèvent à leur suite. Dans le même mouvement exact, à 40 000 au nord-ouest, le destroyer USS Carney, DDG-64, ouvre ses tubes de lancement verticaux. 9 missiles Tomahawk Block V jaillissent un par un, montant droit vers le ciel étoilé avant de s'incliner vers leurs coordonnées GPS. Leur cible, les dépôts de munitions souterrains de l'IRGC sur la rive nord du détroit, préidentifiés par imagerie satellitaire et confirmés par un agent de la DGS française infiltré à Bandar Abbas depuis 14 jours. Simultanément, depuis la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, 2 BE-52H Stratofortress décollent avec une escorte de 4 F-15X Eagle II saoudiens. Ils ne s'approchent pas du détroit. Leur mission est différente et plus froide, neutraliser les radars d'alerte précoce Gadir et ASR qui constituent le cerveau de la défense anti-accès iranienne à 2 AD dans la région. Sans ces yeux, l'IRGC devient aveugle. À 0329h, les Tomahawk frappent leur première cible. Les explosions secondaires sont visibles à 80 km. Le lead VIP indicatif tactique AM1 descend à 800 pieds AGL au-dessus des eaux sombres du détroit. Son système EODAR électro-optical distributed aperture système lui donne une vision sphérique totale en imagerie thermique.
Il localise la première batterie Khalifar en 11 secondes. Le lanceur est déjà orienté vers le Tripoli. Distance, 7 km. Délai estimé avant tir, moins de 4 minutes. Hamé décroche son premier JSO double à distance de sécurité. La munition planante glisse silencieusement vers sa cible, ses ailerons corrigeant sa trajectoire jusqu'à l'impact. La batterie iranienne disparaît dans un GIZ d'acier et de terre. Simultanément, Hamé 3 et Hamé 5 ciblent deux autres positions de lancement identifiées par le flux ISR du Global Hawk. 3 batteries Khalifar disparaissent de la carte tactique en 47 secondes. Mais l'IRGC répond. Depuis les grottes creusées dans la falaise de la côte nord et des positions que les bombes n'avaient pas encore atteintes, cette vedette bladrunée surgit à pleine puissance vers le chenal principal. Chacune est armée de 2 roquettes RPG E-29 et d'une mitrailleuse lourde DSHK 12,7 mm. Leur vitesse de pointe dépasse 60 nœuds. En formation en V, elles cherchent à atteindre les super stallions encore vulnérables en approche basse. Le JTAC embarqué dans le premier CH-53E désigne les cibles en temps réel via sa liaison de données Link 16 militarisée. Les H-1ZVP virent et plongent. Leur pote de roquette Hydra 70 APKW des munitions à guidage laser précise à moins d'1 mètre transforme les vedettes entorchées à la surface du détroit. 6 embarcations sont détruites. La 7e fait demi-tour à toute vitesse. Pas assez vite. Le VIP de queue la rattrape avec un tir de missile AGM-179 JAGM à 0,334 heures. Cette unité neutralisée. Aucune ne passe. Les 2 super stallions abordent la Rack Island à 0,336 heures, couchant les palmiers et soulevant des gerbes de poussière blanche sous leur défluxion rotor. Les 36 marines se déploient en moins de 45 secondes selon le schéma d'assaut au plan 5015 réchaud. 2 équipes sapeurs EO défoncent vers le secteur côtier nord pour neutraliser les rampes de lancement mobile nord identifiées par satellite. Une section anti-char installe des positions Javelin FGM 148F en surplomb du chenal et pour interdire tout retour des vedettes IRGC. Les spécialistes JTAC établissent une liaison directe avec les F-35B en orbite pour des frappes à la demande. À 0,338 heures, les marines localisent et sécurisent un dépôt souterrain de mines EM52. 32 mines non déployées, soit la moitié du stock restant estimé par la DIA. Les EOD commencent le processus de neutralisation immédiate. Chaque mine neutralisée est un couloir ouvert dans le détroit. Sur Abu Nusa, l'île la plus stratégique est celle qui contrôle l'entrée et du détroit. Les frappes Tomahawk successives ont détruit le radar se perd de contrôle de tir et les 2 lanceurs cadres de missiles sol-mer à longue portée. Un BE-2 Spirit opérant en silence depuis Diego Garcia a largué 2 GBU au 57 Massive Ordnance Penetrator sur les bunkers enterrés à 30 mètres sous la roche. Les explosions secondaires ont duré 11 minutes. À 0,341 heures, le Battle Watch Captain du CENTCOM reçoit la confirmation, les 2 couloirs de navigation du détroit d'Ormuz sont libres de toute présence hostile identifiée. Pour la première fois en 33 jours, aucun radar de contrôle de tir IRGC n'est actif dans la zone. Aucun lanceur opérationnel en position. Aucune vedette en mer. Ce que les caméras ne montrent pas, c'est la 3e guerre, celle qui se mène dans le spectre électromagnétique. Depuis le début de l'opération, LEA-18G grôlé du USS Lincoln orbite à 35 000 pieds, ses pods ALQ-99 inondant les fréquences de communication de l'IRGC avec un brouillage de saturation. Les commandants iraniens sur les îles ne peuvent plus coordonner entre eux. Chaque tentative de transmission radio en clair est interceptée et géolocalisée en 8 secondes par un RC-135 VEW rivet joint opérant depuis Bahreïn. Mais Moscou regarde. Et Pékin aussi. Un satellite espion russe de la série Persona a repris son orbite au-dessus du golfe Persique à 0,312 h 12 minutes avant le lancement de l'opération. Coïncidence impossible. Le National Reconnaissance Office américain a détecté en temps réel une transmission cryptée entre le satellite et une station relais à Tartou, en Syrie. Cette donnée a été transmise en moins de 90 secondes à un bâtiment de guerre électronique de la plan à la marine chinoise, un type 815G Dongdiao opérant à 200 000 au large d'Oman sous couverture de surveillance maritime civile. Moscou et Pékin n'ont pas tiré une seule balle. Mais ils ont regardé, compté et partagé avec Téhéran les mouvements du Tripoli jusqu'à la dernière minute. La réponse américaine est venue du Cybercommand de Fort Meade. À 0,318 h 6 minutes avant le premier Tomahawk, une opération cyber-offensive a injecté un code malveillant de type Dropujip V2 dans les systèmes de communication sécurisés de l'IRGC via un vecteur d'intrusion exploitant une vulnérabilité 0D dans le firmware des répéteurs radio iraniens de fabrication européenne. Résultat, à l'instant même où les F-35B décollaient du Tripoli,
les officiers de l'IRGC sur les îles ne recevaient plus d'ordres cohérents. Certains écrans de commandement affichaient de fausses données GPS les positionnant à 40 km de leur vraie position. La forteresse était aveugle avant même d'être frappée. À 0404 heures, le premier navire marchand depuis 33 jours franchit l'entrée du détroit d'Ormuz. C'est un tanker VLCC battant pavillon norvégien, le Stavanger Horizon, chargé de 2 millions de barils de brut qatari. Il est escorté par 2 frégates françaises de la mission Opération Aspi de la FS Provence, des 652, et la FS Bretagne, des 655, dont les radars de surface éraclent le balai en continu l'horizon à 250 km. 2 Rafale MF4 en configuration RR tournent en couverture haute à 25 000 pieds, leur missile Météor prêt à tout vecteur aérien menaçant. À Téhéran, l'IRGC avait déclaré que toute tentative de domination militaire du détroit était un vœu que les États-Unis emporteraient dans leur tombe. Ce soir, le Stavanger Horizon traverse en 47 minutes exactement le temps qu'il a fallu aux marines et au F-35B pour neutraliser 23 batteries de missiles et sécuriser cette île stratégique. À Washington, les marchés à terme du pétrole chutent de $14 en 11 minutes dès l'ouverture des cotisations asiatiques. À Riyad, le prince héritier Mohammed bin Salman reçoit un appel du président Trump. À Moscou, le Kremlin publie un communiqué condamnant une agression illégale contre la souveraineté iranienne. À Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères appelle à un cessez-le-feu immédiat avec exactement le même langage que la veille et l'avant-veille. Trump avait accordé à l'Iran un délai jusqu'au 6 avril pour rouvrir le détroit sous peine de frappes massives sur ses installations énergétiques. Ce délai expire dans moins de 5 jours. L'opération de cette nuit n'était pas la frappe finale. C'était le préavis. Quelle que soit la mission qui a commencé cette nuit, la priorité unique du commandement américain reste désormais une seule, ouvrir le détroit, parce que l'Iran est en train de gagner la guerre économique, et la seule façon d'inverser cela est de faire passer les pétroliers. Les F-35B du 31-5 MEU ont regagné le pont du Tripoli à 0447 heures. Pas une seule perte. Les marines de l'Arak ont été exfiltrées à 0512 heures. Le détroit est ouvert. Mais les batteries de missiles Khalij-Far cachées dans les montagnes du Zagros sont intactes. Les propositions de paix incluent notamment l'arrêt de tout enrichissement nucléaire par l'Iran en échange de la levée des sanctions américaines, une équation que Téhéran refuse depuis 33 jours. La question n'est plus de savoir si l'Iran va frapper à nouveau. La question est de savoir quand et si cette fois, Moscou ne se contentera plus de regarder. Et vous, pensez-vous que cette opération peut forcer l'Iran à négocier, ou est-ce que cela ne fait qu'accélérer l'escalade vers un conflit mondial? Dites-le en commentaire.